Bonjour Elisabeth et bienvenue sur le podcast de The Musette, Expat Community Lab dans notre... Bonjour Elisabeth et bienvenue sur le podcast de The Musette, Expat Community Lab dans notre partie Oser entreprendre en expatriation. Hello Aline. Merci de nous rejoindre et de te prêter à ce petit jeu du podcast et en même temps de la vidéo là, parce que c'est pas toujours évident. Non, Tu es prête? merci à toi de m'inviter. Merci beaucoup. Je t'en prie. Alors, Elisabeth, je vais te laisser te présenter. Cela permet à nos auditeurs de faire une première connaissance avec toi, notre nouvel expatpreneur. Donc, alors, quel est ton nom, prénom, ton âge et d'où tu viens? Alors, je m'appelle Elisabeth Perrin. Je suis française, expatriée à Dubaï depuis 4 ans et j'ai 35 ans. Voilà, j'ai étudié en France dans une école de commerce et on s'est installé avec mon conjoint il y a 4 ans à Dubaï. Je suis moi aussi une enfant d'expat, j'ai vécu pas mal de temps à l'étranger, mais je pense qu'on en discutera peut-être un petit peu après. Et j'ai créé ma société à Dubaï il y a un petit peu moins d'un an dans le domaine de la joaillerie fine. Donc je suis entrepreneur depuis très peu de temps. Super. Justement, je vais m'arrêter sur le fait que tu viens donc d'une famille d'expats et voilà, tu as été expatriée étant plus jeune, parce que tu n'es pas vieille, mais plus jeune. Est-ce que tu penses que tu peux dire que tu es une enfant de la troisième culture ou pas vraiment? Oui, je suis évidemment le fruit de ma culture d'origine. J'ai une forte culture française. J'adore ma culture française. J'adore notre sens et notre rapport à la critique, à la contradiction. Mais je suis aussi, et surtout, je pense, un enfant de la troisième culture dans le sens où j'ai vécu 5 ans en Chine, 4 ans à Dubaï maintenant, presque un an en Argentine. Et donc, du coup, ça fait de moi le fruit, je pense, voilà, d'un mix de cultures qui font la personne que je suis devenue aujourd'hui. Oui, enfin, citoyen du Et, monde et enfant de la troisième culture, si c'est comme ça que tu veux l'appeler. Mais oui, clairement, je suis imprégnée de plusieurs cultures. quel a été l'impact sur toi, toutes ces expériences d'expatriation? Alors, écoute, je suis arrivée en Chine, j'avais 14 ans. Donc, du coup, j'ai vu l'étranger d'un œil adolescent et je pense que ça a ouvert des cases de tolérance, de comprendre une autre culture, de manger différemment, de parler d'autres langues. Ça a fait de moi, je pense, quelqu'un d'assez flexible et ouvert. Voilà, je me sens hyper à l'aise dans des cultures qui ne sont pas la mienne. J'adore être à l'étranger. J'adore rencontrer des personnes qui ont d'autres choses à apporter et à me raconter. Voilà, je pense que je suis quelqu'un de plutôt ouvert et c'est grâce justement, je pense, à cette première expatriation avec mes parents. Ok. Est-ce que tu penses que, donc tu as vécu à Shanghai, hein, si je ne me trompe pas, Ouais, c'est une ville dynamique où on entreprend? ouais, clairement. C'est une ville, Donc, c'est un bouillonnement permanent. Alors, nous, quand on est arrivé, donc c'était en 2002, c'était vraiment enfin le début. C'était un moment pour la Chine qui a été vraiment hyper important dans le développement de son économie. Il y avait pas mal de projets industriels qui étaient en place. Et nous, on est arrivé à ce moment-là, donc il n'y avait pas encore beaucoup d'expats. Et clairement, nous, on a vécu le truc de l'intérieur, donc un bouillonnement énorme en termes de dynamisme économique, voilà, un choc culturel pour nous parce que pour le coup, c'était une expat un peu, pas difficile, mais il y avait pas vraiment d'expatriés encore, donc du coup, il n'y avait pas de produits français, l'école française était toute petite. Et moi, j'ai découvert en Chine, et je pense que c'est ce qui m'a inspiré après aussi pour moi monter mon entreprise, une culture du faire et une culture de do it, tu vois, en anglais, de ouais. vraiment exacerbée en fait en Chine. Une idée se pose c'est hyper rapide, c'est hyper dynamique et c'est un peu ce que je retrouve aussi un peu aujourd'hui à Dubaï. Ok, et par rapport, enfin, et tu trouves qu'ils étaient en avance, en tout cas en Chine, on parlera de Dubaï après, mais en Chine, par rapport à la France, ce dynamisme-là,
Tu l'as plus senti là-bas que... Ouais, je l'ai plus senti parce qu'en fait c'était le début et donc du coup, bah, quand il y a tout à faire, tout va très vite et puis en Chine, bah, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de, il y a, enfin, la force de travail, elle est énorme et puis il y a ouais, tout va très 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 vite. Enfin, Mm. je saurais pas quel exemple te donner, tu vois, mais quand tu as une idée, ouais, enfin, ça se fait dans les 2-3 mois. Euh, Ah oui, Quand on pense, ça oui, peut oui, prendre oui. des années, tu vois. Ouais, c'est rapide, c'est rapide. Tu as fait des études donc, de commerce, et ce qui t'a amené à travailler dans le e-commerce notamment. Ouais. Comment tu décrirais ces années de salariat donc dans ce monde qui est l'e-commerce? Ouais, alors j'ai fait des études moi à Marseille, une école de commerce. Je voulais travailler dans le digital déjà, ça m'intéressait. Mhm. Et j'ai trouvé un premier boulot à Paris dans un site de e-commerce qui faisait de la mode en ligne, qui s'appelait Brandalais. Et j'étais en charge de développer le portefeuille client, faire du key account management, etc. J'ai adoré la dynamique et le côté e-commerce parce que pareil, c'était le début et c'était hyper challengeant. Il y avait tout à faire. On savait déjà qu'Amazon cartonnait aux US et qu'il y avait beaucoup de choses à faire. J'ai euh, j'ai passé 10 ans à faire du e-commerce, donc Brandalais. Ensuite, j'ai fait un site connu français qui s'appelle Fnac.com. Euh, j'ai adoré l'expérience en salariat. J'en ai fait pendant 10 ans, tu vois, donc j'ai aimé travailler avec des collègues, j'ai aimé être challengée par du management, etc. Mais au bout de 10 ans, et surtout en arrivant à Dubaï, en fait, je me suis dit que bah, il était peut-être temps de voler un peu de mes propres ailes. J'avais beaucoup appris et j'avais envie bah, un peu de me challenger personnellement pour essayer voilà, de développer un projet perso et laisser un impact qui me ressemblerait plus, en fait. Et qu'est-ce que ça a appris, ce que tu as appris sur toi ces années de salariat? Que voilà, J'ai tu peux j'ai tout t'adapter à appris. travailler en... J'ai tout appris. J'ai appris à me structurer, à structurer mon travail, à m'organiser, des compétences aussi techniques qui sont liées au e-commerce parce qu'aujourd'hui, moi, ma société, c'est de la joaillerie fine, mais c'est aussi et surtout un site marchand. Je fais de la distribution que en ligne, donc du coup, j'ai appris beaucoup pendant 10 ans. Bah, les techniques de vente en ligne, comment ça fonctionne, quelles sont les spécificités, Mhm. euh, Ouais. parce que c'est un business qui est très spécifique en fait. Tu as beaucoup de techniques, d'investissement marketing, voilà, c'est pas un canal de vente traditionnel et donc du coup j'aurais jamais pu lancer ma boîte sans avoir ce background Ouais. salarial, enfin salarié pendant 10 ans je pense. J'ai appris ouais, énormément. Qu'est-ce que tu aimais dans le digital? Tu dis que c'est un peu une passion. J'aimais le fait que ce soit un challenge, qu'il n'y ait pas beaucoup d'entreprises qui le fassent. Moi, j'aime la position un peu d'outsider et j'aimais le fait voilà, que ce soit une destination carrière un peu sortie du marketing, du commercial pur. Voilà, je voulais apprendre, je voulais être pionnier dans mon domaine parce que, alors, évidemment, il y avait beaucoup de gens qui l'avaient fait avant moi, hein, mais voilà, c'était un moment où le e-commerce et le digital, c'était assez récent en fait pour vendre des produits. Les gens étaient hyper réticents et donc c'était très challengeant en fait pour moi de commencer par de la vente de mode en ligne quand tout le monde pensait qu'il faudrait toujours que les gens aillent en magasin pour essayer. Voilà, je voyais un Ouais. challenge et surtout je voyais une énorme valeur ajoutée en termes économiques. Quoi. Oui, parce que maintenant, enfin, et je parle pour moi parce que je consomme différemment maintenant. Je vais beaucoup moins dans les magasins. Ouais, Donc, Dubaï n'est pas forcément les magasins que j'affectionne, mais bon. Et j'achète en ligne. ouais. Donc, je suppose que maintenant, voilà, les gens consomment complètement différemment. Ouais, complètement. De toute façon, enfin, c'est des tendances qui sont observées maintenant depuis plus d'une dizaine d'années, où la part du e-commerce sur le retail, elle prend en place énormément Mm. d'année en année, et ça a vocation à pas s'arrêter en fait. On va avoir des techniques de consommation qui sont différentes parce que les gens ont moins le temps, parce qu'aujourd'hui la richesse la plus précieuse, et pour toi et pour moi, c'est le temps, et donc du coup, tu as moins envie d'aller passer 4 heures dans un magasin pour choisir. Voilà, le côté un peu simple, quand c'est bien fait de l'achat online et que tu as une expérience client qui est cool, ben, ça marche en fait. Ouais.
En 2018, ton compagnon a une mutation professionnelle donc à Dubaï. Ouais. Donc vous décidez de venir. Mais alors toi, tu étais quand même bien installée, hein, tu avais ton boulot à Paris, tout était bien et tout. Qu'est-ce que tu te dis? Enfin, quelle était ta réaction quand tu te dis, bon voilà, faut que je quitte tout, quoi, alors que je suis bien installée? Ouais, alors écoute, c'est hyper paradoxal parce que, alors moi, enfant d'expat, je savais que je repartirais à l'étranger. Ma sœur habitait déjà à Dubaï. Mais comme tu viens de le dire, j'avais un boulot que j'adorais, avec des gens géniaux qui étaient hyper inspirants, un mentor notamment, Alain, si tu m'écoutes. Et j'ai eu beaucoup de mal à accepter de partir. Donc on a commencé Ouais, par dire non. Moi j'ai dit à Romain, moi je suis pas prête à aller à Dubaï. Bref, on a eu quand même pas mal de conversations avec son entreprise parce que l'opportunité pro elle était quand même vraiment vraiment cool et on a fini enfin j'ai fini par dire ok en fait. Donc quitter mon boulot et chercher un emploi dans le e-commerce ou dans le digital à partir de Paris. Donc en fait, ouais, j'ai cherché alors que j'étais déjà en poste, en train de quitter mon poste. Et ouais. j'ai trouvé depuis Paris un boulot ici en fait. Donc en fait, bon, alors tu vas au départ un petit peu à reculons, tu viens ici un petit peu à reculons, et au final, tu quand même lâches tout, même ici, une fois que tu as trouvé ton boulot à Dubaï, dans le e-commerce, quand même, tu lâches tout Mm. euh, pour te lancer dans l'entrepreneuriat. Et alors là, tu crées Baguette Joaillerie, Joaillerie Fine. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que Baguette? Pourquoi tu l'as lancé? Et si tu peux aussi, comme on est aussi en vidéo, nous montrer quelques réalisations. Ouais. Alors, juste pour t'expliquer un petit peu, en fait, quand je suis arrivée ici, j'ai bossé pendant 3 ans dans des entreprises ici. Donc, j'ai fait d'abord du digital dans une boîte allemande, une start-up, et après, j'ai bossé encore en e-commerce chez Procter Gamble, et seulement après, donc il n'y a même pas un an, j'ai décidé de me lancer en entrepreneuriat. Alors, pour t'expliquer un petit peu ce que c'est Baguette, Baguette, c'est donc Baguette Joaillerie Fine, c'est une marque de joaillerie fine donc qui est distribuée exclusivement en ligne. Donc c'est des bijoux fins et précieux à base seulement d'or et de diamants. Donc l'idée en fait de Donc, cette marque, c'était, pardon, ouais, j'allais te couper, j'allais dire donc Top Cali, quoi. donc Top Cali. En fait, l'idée, moi, je voulais créer la marque qui me manquait. Je me dis, enfin alors j'ai toujours adoré les bijoux fins et précieux. Il y a des marques qui existent sur le marché, mais qui, en termes de pricing, sont un peu déconnectées moi des budgets que j'avais envie de mettre. Et en fait, en arrivant aux Émirats, j'ai découvert des artisans joailliers locaux qui fabriquent des pépites et avec un coût de l'or qui était à l'époque moins élevé qu'en Europe, ce qui est plus tout à fait le cas aujourd'hui puisque le marché de l'or, en fait, il varie et c'est une bourse. Et là, en ce moment, c'est en train d'exploser. Mais bref, l'idée, c'était de créer des produits fins, précieux, avec donc que de l'or et des diamants, mais qui soient abordables en termes de prix. Euh, Ouais, les ateliers avec lesquels je travaille étant basés ici, je me suis dit, en fait, le seul moyen de le faire, c'est de faire un système économique un peu disruptif qui ferait qu'en fait, je crée des produits à la demande et du direct atelier jusqu'au client final. Ce qui permettrait donc de couper tous les coûts ouais. d'intermédiaires en fait et de proposer des produits accessibles mais qui soient quand même de la super qualité et que tu puisses offrir facilement parce que c'est des budgets, tu vois, mon panier moyen, il est à 750 dirhams, ça fait à peu près 170 euros, 170, 180 euros. Ouais, bien sûr. Non, mais c'est bien, enfin, moi, ce que j'apprécie, outre le design que tu fais, enfin, de tes bijoux, c'est le côté que voilà, tu restais dans le local. Tu n'as pas été allé chercher ailleurs l'or, tu n'as pas été chercher ailleurs Ouais, euh, les artisans. Tu as tout fait là. Et comme quoi ça peut se faire sur place et même à Dubaï, je rajouterais. ouais, ouais, ouais. Et c'est pas évident après, Euh, hein. Tu as des contraintes aussi qui sont liées à des différences culturelles qui font que bah, parfois c'est compliqué.
proposer un produit, de ne pas avoir un rendu parfait parce que la culture fait que tu communiques pas de la même manière. Tu as d'autres complexités, mais c'est vrai que moi, en fait, quand j'ai découvert ces artisans joailliers, je me suis dit, en fait, c'est sûr qu'il y a un truc génial à faire. Ils bossent super bien, c'est très Mm. intéressant en termes de prix. Il y a juste une barrière justement culturelle qui fait que c'est toujours un peu compliqué d'aller, d'expliquer, d'attendre son produit, de revenir, que ce soit pas nickel. Je me suis dit, en fait, si tu arrives à créer justement un tampon de service client Oui. entre le produit qui est génial et une marque qui donne vraiment envie et que ce soit smooth pour le client, bah, en fait, ça peut fonctionner. Et je m'aperçois maintenant, alors ça fait que 1 an, hein, mais je m'aperçois qu'effectivement, bah, en fait, ça fonctionne parce qu'il y a c'est des produits qui sont assez intéressants en termes de prix et qui ont des designs. Enfin, tu vois, je sais pas si tu vois bien sur la caméra, mais c'est Oui, assez alors, simple, c'est voilà. assez fin. Donc tu l'offres facilement. Tu peux pas vraiment faire de faute de goût parce que voilà, c'est de l'or assez fin avec des petits diamants. Voilà. Donc, Ça fait un peu aussi intemporel, quoi. Alors, je sais pas si tu peux montrer, alors, pour ceux qui nous écoutent, voilà, passer sur la chaîne YouTube, mais si sur tes mains aussi, sur tes doigts, tu as tes bagues qui sont hyper fines et je trouve que c'est intemporel, quoi. Et ouais, en effet, il complètement. n'y aura pas de faute de goût si c'est offert, quoi. Donc, Complètement. Et puis, je voulais aussi créer des produits que tu puisses, voilà, comme tu dis, offrir. Donc, c'est intemporel, tu peux les porter tout le temps. Offrir facilement à ta mère, ta grand-mère, ta sœur, ta cousine, qui n'est pas une barrière d'âge qui fait que ce soit marqué dans le temps. Et alors, tu parlais des bagues. Moi, ici, alors on est à Dubaï, donc on passe quand même pas mal de temps dans l'eau, de faire du sport, etc. Je voulais aussi des produits qui résistent au temps et aux éléments, quoi. Et avec l'or et les diamants, bon, bah, ouais, donc, quels étaient les risques pour toi de te lancer, mais qui quand même ne t'ont pas fait reculer? alors le premier risque, écoute, je te dirais le risque financier d'abord, parce que Dubaï, c'est une ville qui est donc chère à vivre. De toute façon, voilà, le niveau de vie ici est assez élevé, donc du coup, tout coûte un peu cher, mais pour lancer son entreprise, c'est aussi très cher. Donc du coup, c'était un risque assez élevé parce que moi j'ai mis toutes mes économies et que voilà. Et puis donc ça c'est le premier risque que je trouverais. Ensuite le risque de faire une croix sur une carrière que j'avais déjà lancée. Ça faisait 10 ans que je travaillais, j'avais un statut social qui était assez cool puisque t'as les salaires qui tombent tous les mois. Tu as une reconnaissance sociale qui est chouette parce que tu as un boulot intéressant, etc. Donc ça, c'était un deuxième risque, moi, qui me faisait peur. Et puis aussi, la troisième chose que je vois, c'est aussi s'exposer personnellement quand tu as un projet personnel dans lequel tu investis financièrement et moralement. Et en plus, moi, c'est de la création. Voilà, tu t'exposes. Et moi, j'avais un peu peur aussi de ça, d'être jugée vraiment pour Elisabeth Perrin, ce que je suis, ce que je propose. Donc, c'est des risques, enfin, c'est des challenges. Après bon, moi, je fais partie de ces gens qui pensent que voilà, si tu prends pas trop de risques dans la vie, il risque pas non plus de t'arriver grand-chose, quoi. Donc ça fait peur. Et puis je me suis dit, bon, j'ai rien à perdre en fait. Je me suis dit, essaye, et puis au pire, t'auras pris, quoi. Voilà. Alors justement, ça me fait rebondir sur ce que tu dis par rapport un peu à, on va dire, la minute tabou, tout ce qui est au niveau de l'argent, financement. Ouais, Euh, J'aurais voulu savoir si tu peux nous donner une fourchette de combien tu as investi, ouais. si tu commences à en vivre ou pas, et surtout, bon, on est à Dubaï, donc ça rajoute du cliché. Le fait que tu entreprennes, est-ce que tu as eu des retours, je dirais, négatifs, tu vois, en disant mais pourquoi t'entreprends, voilà, t'es à Dubaï, t'as suivi ton compagnon, tu vois, il doit gagner sa vie correctement. Est-ce que tout ça, tu te l'es pris aussi un petit peu pleine tête? Alors, pour répondre à la première partie de ta question sur l'investissement de base, donc moi, je me suis autofinancée. Donc, en fait, j'ai mis toutes les économies que j'avais depuis que je travaille dans mon projet. Donc ça correspond à peu près, alors en dirhams, ça fait entre 150 et 200 000 dirhams, donc ça fait à peu près un peu moins de 50 000 euros que j'avais au départ, qui m'ont servi à financer ma licence, mon stock, mon site internet, enfin voilà, plein de choses. Est-ce que j'en vis Non.
j'en vis pas encore. La boîte, elle marche, elle dégage du bénéfice. Maintenant, je pourrais en vivre, mais je décide de remettre cet argent dans des nouvelles créations, dans des développements de features sur mon site. Enfin, tu vois, t'as toujours des petites choses. Voilà, c'est Mm. difficile de créer de l'argent, mais c'est très facile de le dépenser, surtout quand tu entreprends. Et puis, tu as une spécificité aussi à Dubaï, que je t'ai peut-être déjà dit tout à l'heure, mais tu as des licences. Moi, ma licence qui est donc c'est Precious Metal and Diamonds, qui coûte très cher. Donc, du coup, tu réinvestis en permanence l'argent que tu t'engranges parce que tu es obligé de renouveler ta licence tous les ans. Donc, je pourrais en vivre si je réinvestissais pas. Maintenant, moi, je fais le choix de développer ma structure. Et ensuite, pour répondre à la deuxième partie de ta question, est-ce que j'ai été confrontée à des gens un peu réticents, etc. Franchement, non. J'ai été vachement poussée par mes proches, par mon conjoint qui m'a soutenue et qui me soutient aussi aujourd'hui moralement et même financièrement. Tu vois, on habite dans une maison, voilà, je pourrais pas avoir cette vie si j'étais 100% à mon compte. Et puis les gens, tu as un truc à Dubaï, moi, que j'adore, c'est que quand tu bosses et que tu donnes beaucoup d'énergie dans ce que tu fais, peu importe ce que tu fasses, les gens te soutiennent et te supportent. Et donc, j'en ai pas trop souffert, en fait. C'est plus moi qui me suis mise une pression en me disant, oh là là, mais t'es en train de faire une croix sur une carrière de dingue, tu bossais quand même avec des gens hyper intéressants. Alors, même si mon dernier boulot, c'était pas génial, génial, tu vois, je me suis pas éclatée, ouais, je faisais quand même une croix sur une carrière qui était cool. Donc voilà, je sais pas si ça Ok. répond à ta question. Non, bah si, si, très bien, très bien, très bien. Non, non, mais c'est bien qu'en fait, au final, les gens ont été quand même assez ouverts d'esprit Ouais, et ne t'ont pas pas euh, trop, non. Franchement, j'ai imposé pas cette eu. espèce de statut de ouais, mais t'es la femme d'eux, c'est bon, Alors, t'es pas obligé ça, de ça bouger. c'est encore autre chose que tu as beaucoup en expat. Et ouais, j'avais pas perçu ta question comme ça. Alors, quand je bossais, que j'étais dans le corporate, je le sentais pas du tout, le côté femme d'eux. Ouais. Euh, Paradoxalement, quand tu montes ta boîte, et moi, ça Ah, m'affecte pas tellement personnellement, mais je trouve que c'est toujours un peu indélicat de demander aux femmes ce que fait leur mari au bout d'une minute de conversation. Et ça, je trouve que quand tu montes ta boîte, on te le demande plus rapidement pour essayer de comprendre un peu comment tu as financé ton projet. Enfin, je sais pas. C'est un vrai truc. Oui, ça, c'est un vrai truc que tu observes qui est très exacerbé en expatriation, malheureusement. Mais après, j'ai tendance à voir le verre à moitié plein en me disant que quand même les mentalités elles changent vachement, qu'il y a de plus en plus de femmes qui sont expatriées par elles-mêmes, qui montent des projets, qui sont suivies par leur mari aussi. Et puis même, enfin, c'est pas parce que t'es femme d'eux que ça enlève aussi ton intégrité personnelle. Et c'est pas très grave, mais c'est vrai que ouais, parfois ça peut être un peu quand au bout de 2 minutes t'expliques ton projet, toi c'est ton bébé, et tu as l'impression que c'est génial, etc. Et qu'au bout de 2 minutes on te demande de ce que fait ton mec, bon bah ouais, parfois c'est un peu. c'est un peu relou, quoi. Ouais. Euh, tu as donc ouais, donc t'as lancé à Dubaï, c'est quand même enfin les Émirats, c'est un tout jeune pays, hein. Ça a Ouais. 50 ans, on a fêté les 50 ans cette année. Mm. Tu t'es pas dit ouais, c'est peut-être un peu jeune pour enfin c'est peut-être un peu un risque de lancer dans un pays jeune. Tu vois ce que je veux dire? Qui a pas autant de background, qui a pas autant Ouais. d'expérience qu'un autre. Ouais, bah écoute, c'est une bonne question parce que je me suis posé cette question-là, surtout quand tu es expat, tu sais pas combien de temps tu vas rester. Mm, Bah alors mm, nous, pour le coup, je pense qu'on est vraiment installés ici, tu vois. Mais oui, je me suis posé la question de me dire, attends, mais tu le fais ici, mais. Et en même temps, en fait, j'avais une opportunité, enfin, j'ai trouvé que j'avais une opportunité géniale. Je te dis, j'avais trouvé des suppliers, enfin des artisans joailliers qui étaient géniaux. Moi, j'avais envie de monter une boîte. Je me suis pas posé la question plus que ça. En fait, je me suis dit, écoute, fais-le, et puis on verra quoi. Et il y a des gens. Dubaï, c'est quand même une ville qui grossit. Il y a un marché. J'ai pas vraiment beaucoup de concurrence sur mon positionnement. Euh, En fait, j'ai pas trop overthink le truc, tu vois. Je me suis pas mm. J'ai fait un business plan un peu Ouais. solide pour être sûr que financièrement ça valait le coup. Mais après, le marché, le fait que le pays soit jeune, bon bah non, en fait, au contraire, je me suis dit, il n'y a rien, vas-y quoi. Et justement, la concurrence, toi, t'en vois pas parce qu'il y a beaucoup, hein, je parle dans le monde en général.
français particulier. Il y a beaucoup de marques de bijoux. Mhm. Non, ça t'a pas. Ouais, tu t'es dit de toute façon, t'as ton design, quoi. Ouais, je me suis dit, j'ai mon design. Je me suis dit, je me positionne sur un pricing qui est super bas pour de l'or et des diamants, sur des designs qui sont pas vraiment proposés ici. Alors en France, il y en a plein des marques qui font des choses super, assez élégantes, assez intemporelles, assez fines, etc., qui sont quand même beaucoup Mhm. plus chères que ce que je fais aussi. Mais t'as de l'offre. Ici, il n'y a pas. Ici, si tu veux te faire faire, si tu veux acheter un produit, soit tu vas te le faire faire, mais bon, du coup, c'est plus long, tu dois négocier, tu n'es pas sûr de récupérer ton produit exactement comme ce que tu voulais. Et sinon, tu as des marques qui existent aussi en Europe, mais tu n'es pas du tout sur les mêmes positionnements prix pour de l'or et avec Mhm. des diamants. Et donc, du coup la concurrence, il n'y en a pas énormément sur mon créneau. Et puis finalement, moi, la concurrence, je trouve que c'est plutôt cool. En fait, j'aimerais bien potentiellement qu'il y ait d'autres marques qui arrivent parce que, bah, en fait, ça crée de la demande. Le gâteau, il est jamais trop gros, en fait. Si tu veux, moi, ça me dérange pas d'être challengée par d'autres marques parce que ça te pousse à sortir un peu de ta zone de confort. Et puis deux, ça crée de la demande. Ça crée de la demande. Donc, Mhm. Ouais, ouais, je c'est pas comprends. ça me fait Je pas t'ai pas, peur que ça. je t'ai pas posé la question si c'était toi qui designais les bijoux ou si tu as fait appel à quelqu'un. Non, alors je l'ai fait moi. Après, comme j'ai pu te montrer un peu sur la vidéo tout à l'heure, c'est des produits qui sont assez simples. Moi, j'ai pas des compétences de design pur, surtout en joaillerie. Donc en fait, je Mhm. dessine, je fais des petits croquis, je l'explique à mon joaillier, on essaie de se mettre d'accord, il me fait un sample et après on part là-dessus. Alors évidemment, il y a des ajustements. Quand je récupère le premier produit, c'est jamais tout à fait exactement ce que j'ai en tête, mais pour l'instant, je fais comme ça. Je suis en conversation avec une designeuse ici qui, euh, qui est française aussi, et parce que j'aimerais bien me lancer aussi dans de l'upcycling. Donc en fait, admettons, tu as une pierre de famille qui est chez toi et tu as envie d'en faire quelque chose parce que tu la portes pas comme elle est montée aujourd'hui sur ton bijou. Moi, j'aimerais bien proposer de l'upcycling. Un, parce que tu réutilises des pierres et de l'or. Et deux, parce que c'est quand même cool de pouvoir se refaire faire un bijou avec des pierres qui ont appartenu à ta famille. Et là, potentiellement, je ferais peut-être appel à cette designer qui a des compétences vraiment techniques pures pour Mhm. justement m'accompagner. Mais pour l'instant, ouais, je fais tout moi-même. Ok. Euh, t'as trouvé rapidement des gens pour t'entourer, pour te soutenir dans ton projet ici? Pour me soutenir moralement ou Ouais, et dans tout, voilà, tu vois, ouais. d'autres entrepreneurs avec qui échanger, tu vois, tout ce côté entrepreneurial, enfin, tout ce côté réseau dont on a besoin quand on Ouais. se lance dans un projet, quoi. Alors Dubaï, pour ça, c'est quand même vraiment génial. Tu as une entraide et une bienveillance qui est hallucinante. Alors je ne sais pas si c'est comme ça aussi en France ou dans d'autres pays, mais ici, je trouve que quand tu as une idée et que tu es hyper motivé et que les gens sentent que tu vas être à fond dedans, ils te partagent leur réseau, ils te donnent plein de tips. Moi, au début, je, je pense à Olivia parce qu'elle a vraiment été trop sympa là-dessus. Elle a monté son entreprise à Dubaï il y a 8 ans, je crois. Et elle m'a reçue chez elle alors que je sais qu'elle bosse énormément, où je lui ai expliqué mon business plan, où elle m'a donné des tips, des contacts. Tu as la CCI aussi qui propose plein d'ateliers. Il y a des petits groupes indépendants de jeunes entrepreneurs. Tu vois, là, il y a une fille aussi qui a monté un groupe d'entraide qui s'appelle Céline, qui a une boîte qui s'appelle Étincelle, et qui crée un groupe WhatsApp avec que des jeunes entrepreneurs, des boîtes qui ont moins d'1 an, et on se fait des cafés pour échanger sur notre réseau, nos problèmes, notre problématique de social media, de plein de choses. Donc ça, pour ça, Dubaï, c'est vraiment, vraiment cool. Et oui, tu trouves facilement des gens pour t'aider Ok. si tu as besoin. Si on s'était rencontrés il y a 5 ans, alors, tu te rappelles, est-ce que tu penses que tu aurais entrepris et est-ce que l'expatriation a été un des facteurs déclencheurs pour entreprendre? Alors, euh, il y a 5 ans, je savais pas que j'allais entreprendre et je savais en revanche que c'était dans ma to-do de vie. Tu vois, j'avais envie de Ok. monter un projet perso.
J'avais envie de un jour voler de mes propres ailes et d'essayer voilà, de faire un truc Elisabeth Perrin, essayer de créer un projet from scratch. Et c'est un truc qui m'attirait toujours. L'expatriation, clairement, ça a été un booster parce que, et surtout Dubaï, je trouve, c'est une ville qui pousse à entreprendre et à sortir de ta zone de confort. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de gens, tu es entouré de plein de gens qui réussissent super bien, tu es dans un environnement qui est hyper drivé business, et donc du coup tu te dis en fait c'est possible, quoi, je peux essayer. Tu as un peu la mentalité, hein, alors je sais pas si c'est vraiment la mentalité américaine, mais vraiment la mentalité hyper dynamique de gens qui veulent faire des choses, tu vois. Et moi, Mmh. l'expatriation, clairement, ça a été un moteur. Ça a été un moteur parce que je pense pas que je l'aurais fait à Paris. J'étais installée dans mon boulot, j'adorais mes collègues. Ouais, ça a été un booster. Et puis le fait de faire un changement de vie, ben, en fait, ça t'ouvre aussi d'autres cases, quoi. Moi, j'avais aussi un peu, pas fait le tour, mais ma dernière expérience pro, je bossais énormément, je mettais beaucoup d'énergie dans ce que je faisais, mais c'était pas mon projet, quoi. Mais à un moment, je me suis un peu dit, bon, c'est cool hein, d'être super bien payé, d'avoir un job intéressant, mais ce serait bien aussi que toute cette énergie, tu la mettes dans quelque chose qui serait pour toi et surtout qui te passionne. Mmh. Donc, Ouais, je donc comprends. voilà. Tout à l'heure, tu disais que tu avais appris des choses sur toi avec ton expérience dans le salariat. Mais qu'est-ce que tu as appris maintenant du fait que tu es passé de l'autre côté de la barrière et que tu es devenu expatpreneur? Oh là là, qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris à travailler toute seule. Et c'est pas évident, mais t'apprends, enfin de toute façon t'apprends tous les jours. J'ai appris que je pouvais faire du multitasking, tu vois, dans une même journée, faire du social media, programmer mon site internet, aller voir mon fournisseur, et que j'adorais ça. Et surtout j'ai appris quelque chose sur moi, que j'étais hyper attachée à une certaine forme de liberté. D'être libre de tes décisions, d'être libre de tes prises de risques, d'être libre dans ton emploi du temps. Alors même si, bémol là-dessus quand même, quand tu es entrepreneur, tu bosses plus en fait, hein. Tu bosses beaucoup plus, tu bosses le week-end, tu bosses... Enfin, voilà, c'est pas les vacances, mais tu fais ce que tu veux quand tu veux, quoi. Enfin, si tu as envie d'aller prendre un cours de tennis à 4 heures de l'après-midi, bah, en fait, c'est toi qui décides comment tu vas gérer ton emploi du temps. Et moi, je n'étais pas consciente d'avoir besoin de ça, mais je m'aperçois aujourd'hui que j'aurais du mal à retourner dans un, dans un système où je ne décide pas de ce que je fais et comment je le fais. Mmh. Est-ce que tu aurais un conseil pour ceux qui sont aussi, voilà, qui ont un site marchand, je dirais, et toi, voilà, tu as baigné là-dedans professionnellement Mm. avant. Si, voilà, si tu avais trois conseils à leur donner, ça serait quoi sur votre site? Il faut avoir quoi? Alors, c'est des bases du e-commerce, mais des photos de bonne qualité, avec une belle description produit qui est des mots-clés qui soient liés avec ton domaine d'activité. Donc, voilà. Voilà, une expérience fluide. Alors, c'est ce qu'on appelle user experience dans le e-commerce, mais que ce soit pas trop long Mhm. de trouver ce que tu cherches sur le site. Tu vois, les gens, ils n'ont pas le temps. Le temps, c'est vraiment, voilà, je te le disais tout à l'heure, c'est la richesse de notre société, c'est le temps. Et donc, les gens, ils ont pas envie de galérer à trouver un produit sur un site, et c'est toute la force d'Amazon et des gros sites de e-commerce, c'est qu'en fait tu tapes un mot-clé et tu es sûr de tomber sur le bon produit. Voilà, Mhm. donc des belles photos, un beau contenu, et une expérience client qui soit assez smooth, assez facile entre je recherche mon produit et je le mets dans le panier pour que ça prenne le moins de temps possible. Après, en dehors du e-commerce, le social media aujourd'hui c'est hyper 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 important, et surtout Mhm. ici dans des régions qui ont des taux de pénétration très élevés en termes de pénétration internet, il faut être super 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 connecté partout. Donc beaucoup d'Instagram, tu vois, moi je fais pas assez de LinkedIn, il faudrait que j'en fasse plus. La TikTok qui est en train de décoller, voilà, il faut être très présent, parce qu'en fait c'est comme ça que, surtout quand tu es une marque nouvelle, c'est comme ça que les gens vont se souvenir de toi en fait. Donc Ouais. ce serait ça mes conseils un peu e-com, quoi. Ouais, ok. Et toi qui es maintenant devenue donc, entrepreneuse, quel conseil tu donnerais à ceux qui osent pas se lancer encore? Euh, Bah, allez-y quoi, t'as rien à perdre. Si
t'as rien à perdre en fait. Le vrai conseil que je donnerais, c'est déjà de partir avec une trésor un peu solide parce qu'il y a toujours des frais cachés. Donc voilà, de ne pas se dire j'ai une idée et j'y vais sans avoir un backup financier qui te permet de supporter ton idée, parce que je pense que sinon ça doit être très très dur de s'arrêter juste parce que tu n'avais pas d'argent au départ. Bien préparé, moi j'ai fait quand même un business plan pendant que j'ai travaillé pendant longtemps, tu vois, plusieurs mois pour être sûr que je partais sur des bases solides. Et puis après faut y aller quoi. Moi, je sais pas si ça va marcher encore. Tu vois, ma boîte, elle a même pas un an. Pour l'instant, ça marche parce que je fais des petites ventes, etc. Et on verra où je serai dans 5 ans. Mais je me dis jamais, t'aurais pas dû le faire. Je trouve Ouais. il faut essayer en fait. T'as rien à perdre dans la vie, mais ça marche dans tout en fait. Ça marche dans tout. Ça marche pas pas que dans une entreprise en fait. Je suis tout à fait d'accord, c'est un peu mon mantra, de toute façon j'ai rien à perdre. Donc voilà, à part du temps, du temps et de l'énergie. Ouais, mais non, Euh, c'est bon. Au pire, tu auras perdu un peu d'argent et un peu de temps, mais c'est que du learning. Toujours, c'est ouais, du learning, c'est voilà, de l'apprentissage, quoi. Donc, c'est voilà. ça. Pour finir sur cette partie entrepreneuriat, en quoi Baguette Joaillerie est-elle une marque singulière? Alors, en quoi c'est une marque singulière? Donc, c'est une marque qui est 100% digitale. C'est une marque qui, pour de l'or avec des diamants, qui est accessible. Donc, comme je te le disais, moi, j'ai décidé de couper tous les intermédiaires et de proposer un modèle économique qui est assez disruptif pour le marché. C'est de proposer des produits qui viennent directement de l'atelier au client final. Donc, du coup, il y a des designs élégants, intemporels et de la qualité, puisque c'est d'abord de ça qu'il faut parler. C'est vraiment c'est de l'or et des diamants, donc des produits qui sont des bijoux précieux, mais qui sont abordables. Et je pense que c'est en ça que Baguette, c'est différent d'autres marques de joaillerie fine qui peuvent exister en France notamment, tu vois. Bien sûr. Ben écoute, merci Elisabeth de ta participation à ce podcast. Merci de ta Merci à toi. transparence surtout et de tes conseils concrets. Voilà, si vous voulez en savoir plus sur Elisabeth et son parcours, alors je vous invite à aller lire l'article qui est sur The Musette et puis à réécouter ce podcast. Et on se retrouve bientôt Elisabeth. Merci. Merci beaucoup Adeline, merci beaucoup. À bientôt, bye bye.